tous, cool de enfin vous retrouver pour cette seconde émission. Pour être tout à fait franc, j'étais pas sûr d'être choisi. Cette fois encore, pour présenter l'émission. Et d'ailleurs, je le sens rôder là, il est là quelque part à attendre que je me plante. Oh, quel sale chat, toujours à l'affût. Il va falloir qu'un jour je m'en occupe personnellement. Enfin bref. Alors, au programme, deux bandes d'annonces signées Bernadette Edelweiss et Philippe Desterbeck. Les lectures d'un passage de terroir gris, 4 chroniques de livres, et oui, vous avez bien entendu, 4 chroniques de livres, et des interviews. Edmé et Serge se sont démenés pour vous faire découvrir des univers originaux et des événements littéraires qui ont secoué les auteurs de Chloé Délice. Allez, c'est parti! Sérénade à la vie. Je prédis qu'on en reparlera avant la fin de l'émission. Maintenant, parlons de Jean-François Foulon. Un nom que vous connaissez sans doute. Non? Allez, quand même. Obscurité, le temps de l'errance, ici et ailleurs, ou bien sur les traces d'un amour inoubliable. Allez, je laisse la parole à l'auteur et à Edmé de Havé. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Foulon, qui n'est pas à nouveau venu. Bob Boutique l'avait déjà interviewé il y a quelques années, voilà. Mais depuis, il a quand même continué son œuvre d'écriture. Et nous voulons aujourd'hui donc en savoir un petit peu plus, et surtout qu'un nouveau livre vient de sortir. Hein, ou va sortir? Mais il est sorti en janvier 2019 en fait. Oh bah voilà, oui, mais il vient, c'est encore de l'année, hein, c'est frais de l'année. Voilà. Donc Jean-François, que je ne t'appelle plus Jean-Marie, Jean-François. Comment est-ce que tu as toujours aimé écrire, ou est-ce que c'est venu tout d'un coup? Ça remonte à loin, je crois, comme beaucoup de personnes, ça remonte à l'adolescence. En fait. Chacun écrit un peu des petits poèmes, des choses comme ça, voire même des textes philosophiques, mais j'avais besoin à l'époque d'écrire, mais quand on est adolescent, on a envie finalement de s'affirmer face au monde extérieur, aux idées des adultes, etc. Donc finalement, j'avais besoin de l'écrire pour mettre au clair mes idées, que ce soit sur la religion, tout ça, et ça m'aidait beaucoup en fait. Oui. Et puis après, il y a une sorte de période de latence, on peut dire, une fois que j'étais marié, tout ça, j'avais l'impression que c'était un peu un jeu annexe, l'écriture, j'avais d'autres priorités en quelque sorte. Et puis plus tard, quand les enfants sont nés, que la maison était achetée, etc., c'est revenu plus fort que jamais, et là je n'ai plus arrêté. Et donc pour cette année 2019, qu'est-ce qui s'est passé, littéralement parlant, pour toi? Littéralement, en fait cette année on a quand même eu 2 livres finalement, un opuscule chez La Miroir, qui est la règle, c'est d'écrire une nouvelle de 5000 mots, ce qui est tellement pas si facile. Donc en pratique j'ai repris une nouvelle qui existait déjà, qui avait 7500 mots, et que j'ai ramené à 5000. C'est un bon exercice parce que ça nous oblige à éliminer finalement un peu tout ce qui est accessoire. On va faire du nettoyage. Voilà, et le titre c'est Un enterrement pas ordinaire. Donc c'est un peu fantastique, mais enfin, ça raconte un peu une sorte de tyran dans un village que tout le monde respecte parce qu'il a de l'argent et qu'il a le pouvoir, mais qu'en fait tout le monde aimerait bien voir disparaître. Et une fois qu'il est mort, on essaie vite de s'en débarrasser. C'est un peu ça l'histoire. Et alors il y avait chez Chloé Délice évidemment un roman sur la trace d'un amour inoubliable. Oui. Qui raconte quoi? On va pas raconter toute l'histoire, mais bon. Enfin, le titre, comme certains m'ont dit, le titre, ça fait un peu roman de guerre quand on voit le titre. Mais en fait, non, pas du tout.
c'est un amour authentique, on va dire. C'est un amour entre une dame qui est française et un Belge, je crois, mais c'est un amour un peu illégal parce que lui est marié, elle ne l'est pas. Et lui, la particularité, c'est que dès le début du livre, il est déjà mort. Donc voilà, bah oui, on ne va pas traiter une histoire d'amour un peu à l'eau de rose, ça n'aurait pas de sens. Donc à la limite, le titre est un peu ironique aussi. Donc en fait, l'histoire, c'est que cette dame revient finalement en Belgique. Pour une fois, le roman se passe en terre belge et veut revoir les endroits où elle a connu ce monsieur par nostalgie. Ce qu'on peut comprendre, elle a passé vraiment de bons moments avec lui. Donc elle l'a beaucoup vraiment aimé. Oui, c'était l'amour de sa vie. Elle-même avait eu de déceptions amoureuses avant, etc. Mais lui, c'était l'homme qu'elle aurait voulu avoir. Mais bon, pas de chance, il était marié. Et donc, elle revient sur les endroits qu'elle a connus avec lui. Et là, petit à petit, elle découvre des choses sur lui qu'elle ignorait, à tel point qu'à un certain moment... Donc ça l'intrigue en quelque sorte. Il y a une histoire aussi. Elle commence à se demander si elle a bien fait de l'aimer, parce qu'elle commence à se demander s'il n'a pas tué quelqu'un ou quelque chose comme ça. Oui, à ce point-là. Et puis petit à petit, elle rencontre d'autres personnes qui lui expliquent que non, en fait, c'est plutôt lui qui a dû se défendre à un certain moment. Et là, le roman, on peut le lire aussi d'une manière un peu politique, parce qu'elle apprend ce qu'elle ne savait pas, que ce monsieur était altermondialiste, participait au groupement Attaque et des choses pareilles. Et donc finalement, il a eu des démêlés avec l'extrême droite, et bon, il y a eu des conflits, tout ça, et finalement, on découvre qu'il a sûrement été plus ou moins assassiné, même si il est mort d'un cancer, mais en fait, on s'est arrangé pour qu'il meure du cancer. C'est ça. Donc voilà, merci d'être venu pour cette interview, qui nous a bien mis l'eau à la bouche avec ton dernier livre en tout cas. C'est moi qui te remercie. Et merci beaucoup. Et voilà, comme ça tout le monde en sait plus. Voilà, le livre c'est Sur les traces d'un amour inoubliable. Et si on le lit, on ne l'oublie pas, à mon avis. Et voilà, à la prochaine fois, quand il y aura encore un peu de travail. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, qui vient d'être terminé. D'un amour où vibrent les accords, sanglots de violon aux cris de délivrance. Qu'importe la musique, elle me met en transe. Un spectacle émouvant, cascade en lettres d'or. Un spectacle émouvant, cascade en lettres d'or, qui résonne soudain, emprisonné à tort, libérant tous les mots ancrés dans la souffrance. Vient éclore une fleur, éloignant la démence. Une encre qui jaillit, éveille du mot qui dort. Une encre qui jaillit, éveille du mot qui dort. Mélancolique, triste, inquiète, ou loufoque, une onde mielleuse, un soupir qui suffoque. C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur. C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur. Je ne peux m'en passer de ces vers. Je m'emprègne sans arrêt, je m'abreuve au reflet de douceur. Je trouve mon refuge où sérénité règne. Je trouve mon refuge où sérénité règne. La 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 la. Mélancolique, triste, inquiète ou loufoque, une onde mielleuse, un soupir qui suffoque. C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur. C'est la voix du poète, un écho dans mon cœur. Je vous avais bien dit que nous retrouverions Bernadette Edelweiss, parolière de cette chanson interprétée par Antonia Ionescu. Belle transition. Enfin, vous en jugerez sur pièce. Christine!
Oui, je suis là, Clovis. Premier ouvrage que je vais chroniquer pour cette fois-ci, c'est Sérénade à la vie de Bernadette Gérard-Vromand. Il s'agit en fait d'un recueil de poèmes, un ouvrage dont on parle pas mal depuis sa parution. Alors, vous voyez, la première de couverture est assez gaie, elle est colorée, elle donne réellement envie de se plonger à corps perdu dans la musique des vers. Et de fait, eh bien, la musique est très présente dans cet opuscule qui fait 49 pages. L'auteur nous propose de découvrir, de lire ces vers avec en fond une musique ou une chanson particulière. Et du coup, nous passons allègrement eh bien, de Coldplay à Mike Brandt, de Jan Tiersen à Richard Klederman, ou même de Michel Pépé à Jean-Sébastien Bach. Musique et mots, en fait, portent une ambiance particulière. Ils amènent une impression différente, novatrice, une nouvelle, en fait, expérience de la poésie. Alors, Bernadette Gérard-Vromand, comme vous le savez, est parolière donc pour diverses chansons, donc pour Antonia Iliescu, mais également là, elle nous livre un hymne à la vie et une vie envisagée dans sa globalité, dans toutes ses composantes, naissance, amour, mort. L'auteur privilégie avant tout, on va dire, les sensations, le rythme, le son aux couleurs. Alors du coup, je vous propose de vous laisser porter par cette ambiance spécifique, et pour cela, eh bien, je vais vous faire découvrir le poème Terre, écho à la terre, avec en fond la musique et la chanson de Michael Jackson, Earth Song. Terre, écho à la terre. Avons-nous tant à terre, ou peut-être pas, justement, terre ou ne pas taire? Dans cette ère où le mal-être est dominant, nous irons, terrassés par la folie meurtrière, de laquelle nul n'est à l'abri. Assez! Protégeons-la, notre terre austère, et taisons nos peines, nos peurs, nos remords, nos cœurs qui saignent. Tout taire sans tarder, oui, enterrons-les avant qu'il ne soit trop tard. Partageons nos joies, chantons, dansons, sourions. À présent, cessons de trembler, cessons de déterrer notre passé. Cessons, cessez, assez. Et la terre, notre mère à tous, notre foyer, cette femme mystère, cessera de trembler, de saigner, elle aussi. Et peut-être entendrons-nous enfin le chant des oiseaux, le bruit des ruisseaux, le cri du nouveau-né, la voix des poètes. Je t'ai dit un jour que je te demanderai jamais de quitter Louise. Pourtant, mon ventre réclame que tu cesses de la toucher. Je sais que ce que j'écris va t'étonner et que tu as trouvé cela contraire à mes principes, que tu ne comprendras pas cette violence soudaine dans mes sentiments. Comment ai-je pu changer en si peu de temps? Pas moi, hein, bien sûr, mais des lignes écrites par Michael Zoina. Allez, je laisse Christine vous parler de Gaspard et Léa. Merci Clovis. Donc, deuxième roman que j'ai choisi de chroniquer, c'est Gaspard et Léa de Michael Zoina. Donc en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en choisissant de lire cet ouvrage. Alors la première de couverture, comme vous voyez, est colorée, certes, mais il n'en dit pas grand-chose sur, on va dire, l'histoire. Mais je m'attendais quand même à découvrir une romance. Alors, Michael Zoina nous entraîne en fait dans un tourbillon de vie, de destins qui se percutent, qui s'aiment, qui doutent, qui jouent, qui se perdent et se retrouvent pour le meilleur et pour... Enfin, vous connaissez la suite, bien sûr. Gaspard et Léa est un court roman de 83 pages et il nous transporte au milieu du XXe siècle, en fait une période que beaucoup d'entre nous connaissons. Et c'est peut-être pour ça en fait que les personnages pourraient être l'un d'entre nous, pourraient être vous,
Ce sont des gens ordinaires au destin presque ordinaire. Enfin, je dis presque, parce qu'ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs failles, ils ont leurs élans d'humanité, ils ont leurs doutes. Ils cherchent, en fait, par-delà l'amour, ils cherchent le bonheur. Alors, l'auteur suit, en fait, ces personnages avec beaucoup de curiosité, en se demandant si l'expérience va réussir. Lorsqu'on doute, on se dit, ben oui, forcément. Mais lorsque tout s'arrange, eh bien, on soupire, en fait, de soulagement. Le style de Michael Zollner est un style qui est fluide, et qui est simple, qui est très agréable et qui est efficace. Alors pour moi, eh bien, c'est un excellent moment de lecture et que je vous conseille si vous aimez ce type en fait d'histoire. Je vais vous proposer un extrait court pris au hasard dans cet opus, donc parce que je ne savais pas vraiment quel moment choisir pour vous faire partager l'ambiance en fait de l'histoire. Donc j'ai choisi de vous lire un court passage qui se trouve page 32. Depuis l'épisode du ballon, ils se voient chaque jeudi au même endroit. Ils discutent beaucoup, ils rient. Le temps passe à une vitesse folle. Le moment de se séparer arrive toujours trop tôt. Parfois, Léa a l'impression que Gaspard glisse un sous-texte derrière ces mots. Par exemple, quand il dit « ça me fait plaisir de te voir », elle entend « tu m'as manqué ». Parce qu'il dit « ça me fait plaisir de te voir » avec une douceur infinie. À cet instant, elle a envie de lui dire qu'il est beau, avec ses cheveux plus courts, que le bleu de ses yeux ressort davantage, mais elle n'ose rien. Elle garde tout pour elle. Aujourd'hui, elle arrive à leur rendez-vous hebdomadaire avec un sourire jusqu'aux oreilles. Gaspard est toujours là, assis à proximité d'une des fontaines. Il la questionne avant même de lui dire bonjour. « Que me vaut pareil sourire ?» Elle s'assied presto et lui dit « On vient de m'engager pour un rôle. » Sans y réfléchir, elle a accompagné sa réponse d'un petit geste, une petite tape sur la cuisse de Gaspard. « Je suis vraiment content pour toi. » Il glisse promptement ses bras autour du cou de Léa, comme si ce geste était habituel. Elle referme aussitôt les siens autour de lui. Pendant de longues secondes, ils restent sans bouger, collés l'un à l'autre. Quand leurs corps se séparent, leurs bouches se rejoignent. Ça devait finir par arriver. Elle ne répond rien, on ne dit rien quand on est aux anges. L'alchimie du livre, ça vous dit quelque chose? Non? Ah mais oui, quand même, bien sûr. Cette année, 8e édition, un dimanche près de Charleroi. C'était le 8 décembre, je peux me le rappeler. Chloé Delis y participait bien évidemment. Mais savez-vous qui en est l'une des organisatrices? Caroline Laure-Déguin. Mais oui! Salle comble, visite très appréciée de télécembres, de journalistes, de photographes, tout y était. Même de très sympathiques interviews d'auteurs. Le cadre en est magnifique. Un château, qui dit mieux? Le château Bilquin de Cartier à Marchiennes au Pont et plus exactement une bibliothèque. La bibliothèque Marguerite Yourcenar dans un château, dont Serge Budahasi, le bibliothécaire, est un passionné des livres et leur monde. Son amitié avec Karine Laure et leurs énergies combinées ont eu la bénédiction de Chloé Delis et donné vie à ce magnifique rendez-vous plein de ferveur et d'élégance. Chaque année, un invité d'honneur. Cette année, il s'agissait d'Éric Brognier, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Vivement donc la prochaine édition. Pour montrer qu'on s'est levé tôt le matin, oui, aux aurores. Ici, c'est assez joli. Enfin, oui, voilà, oui, c'est bien, oui. Oui, Alors, eh bien, Karine Laure, nous voici en route pour l'alchimie du livre, version 2019, à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, qui a lieu. Où donne-nous le nom de ce prestigieux château? Bonjour René, bonjour à tous. Nous sommes ici en direct dans mon avion.
dans le pays noir. Le pays noir, dans ce putain de pays noir. Oui. On s'est levé assez tôt parce qu'on avait peur de zapper des trucs. Et donc nous sommes sur Marchienne déjà et nous allons en direction du château Bilquin de Cartier. Voilà. Donc un château pour, tout le monde le sait, qui a appartenu aux ancêtres de Marguerite Yourcenar. Oui. De Créon. Et donc voilà, on y va pour le salon, le 8e salon du livre, dit Alchimie du livre. Cette année, notre invité d'honneur, il est prestigieux. Ben, les autres l'étaient aussi, c'est pas ça. Mais c'est un des plus grands poètes belges quand même. Voilà. C'est Éric Brognier. Et si vous assistez à l'inauguration, eh bien, vous aurez quelques détails quant au livre publié d'Éric Brognier, sa carrière, etc. Oui. Voilà. Alors nos invités, comme d'habitude, quelques maisons d'édition, mais cette année nous accueillons pour la première fois les éditions du Scald de Bruxelles, Éric Fanny et 2 de ses auteurs. Et nous accueillons aussi de nouveaux auteurs, enfin des auteurs qui viennent chez nous pour la première fois. Je pense à Philippe de Sterbeck, Antonia Liescu, Caroline Tapernou, Sophie Debatz, Sophie Bourbet, David Wagner et bien d'autres, bien sûr. Les taux numéros ne sont pas encore très bien placés. Non, c'est au réveil là. Voilà, c'est au réveil. Voilà. Alors comme d'habitude, les invités seront, 2 auteurs seront interviewés. Donc ils auront quelques questions, devront se présenter leur dernier ouvrage, quel genre d'écriture ont-ils adopté et pourquoi sont-ils venus à l'écriture, etc. Voilà, les petites questions d'usage habituel. Alors il y a évidemment des présentations, donc les auteurs, ceux qui le désiraient, étaient invités à présenter durant quelques minutes leur livre, leur œuvre complète peut-être, devant l'auditoire. Oui. Voilà. Comme d'habitude, il y a la bouquinerie, il y a une petite restauration. Donc on n'a pas faim, on n'a pas soif. Ok. Et bien voilà, il faut le dire quand même. Oui, c'est vrai. Et alors il faut toujours le dire aussi, c'est que si nous sommes là, c'est quand même grâce aux éditions Chloé Delis. Chloé Delis qui voulait faire éclore des petits salons à travers toute la Wallonie pour permettre aux auteurs, ceux dont on parle le moins, pour leur permettre de dédicacer. Et donc moi, comme j'habite Charleroi et que j'étais lectrice au château Bilquin de Cartier, bibliothèque Marguerite Yourcenar, et que là, il y a un espace, un très grand espace dit Le Bourgeon, où nous accueillons des expos tout au long de l'année. Cet espace-là était l'idéal pour promouvoir un salon du livre. Ben, voilà. C'est parfait, voilà. En route donc. Oui, mais c'est rouge, alors j'attends. Oui. Marseillais, prof spécialisé en génétique et auteur. Vous avez un nom? Pas encore? Allez à notre indice. Il a publié chez Chloé Delis des Lendemains verts. Toujours pas? Mais vous avez son nom sur le bout de la langue, j'en suis certain. Pas question de donner votre langue au chat, hein, Burke. J'ai nommé Jérôme Devillard. Eh bien, bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être venu chez moi pour cette dédicace. Alors, ce que vous entendez en fait, c'est mon chien qui aboie à Jérôme, et je sais pas, elle aime pas, je sais pas. Voilà. Donc tu es Marseillais. Oui, Marseillais. Et c'est bien pour ça en fait que tu es ici. Hein, donc je vais passer derrière la caméra, ça ne te dérange pas, et puis ensuite je vais te poser quelques questions. Ça marche? Oui, allez, ça marche. Alors, on va dire que ce sont des sujets qui sont forts. Ce sont des recueils qui sont prenants, voire surprenants, et d'ailleurs à plus d'un titre. Alors je vais être un petit peu provocatrice,
Voilà, c'est un petit peu fait exprès hein, pour te faire peut-être réagir. Alors, donc, jolie couverture, est-ce que, on va dire, allez, c'est un recueil de nouvelles romantiques ou des buettes? Alors, pas tout à fait, effectivement. Ah. Contrairement au titre qui suppose que l'avenir est plutôt verdoyant, en fait, oui, c'est un peu l'opposition entre le côté de la nature qui pourrait être très beau et des problèmes d'écologie qui surviennent. D'accord. Et au milieu des hommes et des femmes qui sont un peu peut-être désemparés, qui se retrouvent au milieu. Mais est-ce que donc c'est un bouquin sur l'écologie avant tout, ou est-ce que c'est quelque chose sur l'humain ou sur, je sais pas moi? C'est le lien entre les nouvelles, c'est la nature, mais je pense que c'est quand même traité avec ces humanités à chaque nouvelle, une humanité différente et sa faiblesse ou pas par rapport à ce sujet. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème de l'écologie aujourd'hui? C'est un thème qui est à la mode, on est bien d'accord? Oui. Alors est-ce que c'est parce que tu as succombé à une mode ou est-ce que c'est parce que toi tu es, on va dire, très impliqué dans l'écologie ou parce que tu voulais faire passer quelque chose, une idée par exemple? Alors j'ai toujours été passionné par la nature, très proche de la nature, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question finalement, pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose sur le sujet de l'écologie, que moi-même, hein, je dis, il faudrait faire ça, et puis finalement, au bout du compte, on ne fait pas autant qu'on pourrait faire. Donc ça a été sur cette interrogation-là, comment ça se fait que finalement des gens qui ne sont pas plus mauvais que les autres se retrouvent confrontés souvent à soit des déceptions, soit une inaction par rapport à ça. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lire un passage de ton bouquin. D'accord? Alors, je te remercie aussi. Du coup, tu m'en avais parlé, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un passage. Alors, à défaut, je vais prendre le tout début. D'accord. Donc, le début de la première nouvelle. Le paysage était dominé par une monochronie de vert. Le vert émeraude des collines, où se déployaient les forêts, le vert acidulé de la prairie, à l'herbe chatoyante, et aussi le vert du ruban couleur de jade que formait la route qui serpentait devant eux. Au sein de cet univers verdoyant, de temps à autre, des touches blanches apparaissaient, çà et là, sur le bas-côté ou dans les prés. Elles seules venaient briser la douce monotonie des verts. Derrière les fenêtres de la vitre, Sophie observait sans un mot. Les taches blanches se révélaient être constituées d'une multitude de petites pâquerettes illuminées par le soleil. Le véhicule, qui flottait au-dessus du sol, filait à vive allure. Derrière lui, le gazon et les fleurs ondulaient sous l'effet de l'air qu'il avait déplacé, formant des vagues végétales s'estompant dans le lointain. C'était l'unique trace de leur passage. Aucun rejet, aucune pollution d'aucune sorte ne venait perturber la campagne environnante. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. J'ai hâte de découvrir ton prochain bouquin, parce que je pense qu'il va être surprenant. Et puis à la prochaine. Et puis si tu fais une dédicace dans le coin, surtout tu le dis, et puis à QTV bien entouré. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Allez, au revoir. Le 7e salon de la petite édition a eu lieu à Liège, toujours dans le magnifique écrin du Grand Cursus, dont le musée se visitait dimanche gratuitement. L'occasion donc de se rendre à la Batte, le plus vieux marché de Belgique qui s'étend tous les dimanches sur la rive gauche de la Meuse, puis de visiter le musée, de se laisser tenter par les fumées du restaurant cafétéria pour ensuite flâner et trouver son auteur ou éditeur préféré. Les petits éditeurs, c'est un monde de découverte, d'audace, de recherche et d'amour, car ce n'est pas l'argent, mais bien la séduction des mots et du livre qui en sont le moteur. Bonne ambiance donc, on se retrouve année après année, des nouveaux et des anciens, des jeunes et des plus mûrs, et ces gentillesses d'un stand à l'autre qui font que les solitaires se voient proposer un café ou de veiller au grain pendant qu'ils se détendent. On se fait des photos, on sourit sur celles des autres.
Les images de rush alternent avec les heures dortoir. Des amis arrivent, d'autres se reconnaissent avec surprise. Les amis des amis deviennent de brefs amis. Enfin, un beau salon pour lecteurs, auteurs et éditeurs qui vivent ces 2 jours en les savourant heure par heure. Territoire gris. Tout un programme. Qu'est-ce que tu en dis, Christine? Moi, j'avoue, voilà un titre qui stimule mon imagination. Je vous laisse d'abord découvrir un passage du livre. Territoire gris, année 2303. Stéphane prolongea sa promenade pour profiter de ces instants magiques qu'il n'avait plus connus depuis longtemps. Depuis que des rides avaient redessiné son visage, érosion lente liée au temps. Depuis que quelques brins blancs avaient poussé dans sa chevelure, sournoisement, comme les mauvaises herbes envahissent les terrains délaissés. Il avait refusé de les cacher, bravant les codes sociaux, provoquant des détournements ostensibles, des regards agressifs. Les mères empêchaient leurs enfants de le regarder pour éviter de les traumatiser. Les groupes de jeunes gens et filles le bousculaient sans s'excuser, lançant des mots grossiers. « Hé, le toile, le périmé, fais place à la jeunesse, pousse ta ruine crottée dans le ralentisseur, haha !» Et il s'éloignait en marchant à grandes enjambées, le front haut, la poitrine bombée. Personne ne s'en offusquait, c'était normal et même courant. Il aurait été inconvenant et même délictuel de tenter de s'y opposer. Les services d'ordre public regardaient sans intervenir, approuvaient en hochant la tête d'un air entendu. Une fois, il était tombé sur la voie Air Express et avait failli être heurté par les piétons accélérés, sans que personne ne fasse le moindre geste pour l'aider. Il avait réussi à se rétablir et s'en était tiré avec quelques bleus seulement. D'autres avaient été moins chanceux, gravement blessés ou mortellement touchés, ce qui revenait au même, car après la dernière régénération, on ne soignait plus les blessures ou les maladies graves. On se contentait de donner quelques soins palliatifs dans un centre de 3e catégorie, puis d'envoyer le malchanceux dans les réserves grises, territoires affectés aux personnes ayant dépassé leur âge de péremption. Les brèves diffusées chaque demi-heure relataient avec profusion de détails et d'images sanguinolentes ces accidents, accompagnés d'une propagande anti-vieux. La dégénérescence du corps est un danger pour la société. Luttons contre la déliquescence et l'avidité des vieux. Nouvelle chronique, donc je vous propose, c'est Territoire gris de Sophie Fély. Alors pourquoi ai-je choisi ce roman? Pas parce que sa couverture, le dessin est un petit peu naïf, il fait un petit peu peur, je ne voyais pas trop la finalité en fait de ce dessin. Mais en revanche, d'abord pour le genre du roman, puisqu'il s'agit de science-fiction, et j'adore. Et puis pour son titre, Territoire gris, eh bien c'est un titre très mystérieux qui m'amène sur des territoires un petit peu particuliers, et que, donc je voulais forcément découvrir. C'est vrai que dès les premières pages, eh bien, dès les 2 premières pages, nous sommes propulsés sur New Earth 22 en l'an 2455, au début d'une série de conférences un peu particulières, puisque les personnages vivent réellement en fait le passé qu'ils veulent découvrir. Ces personnages, on va les suivre tout au long de l'histoire, bien sûr. Et la conférence, le sujet de cette conférence, c'est l'humanité au tout début de l'ère post-terrienne. 2 pages plus loin, nous sommes justement propulsés sur les territoires gris, donc en l'année 2303. Et c'est là que, en fait, on comprend qu'on va faire de fréquents allers-retours entre le passé des héros, 2303, et leur présent, 2455. Et ces allers-retours vont nous permettre, en fait, d'appréhender ce qu'en sont devenus les êtres humains après une ère de dérèglement,
qui les a entraînés en fait vers des extrémités et à prendre des décisions pour le moins contestables et discutables. Alors, quel genre de dérèglement? Dérèglement climatique, dérèglement de population, problème de nutrition, plus assez de nourriture sur Terre, clonage, manipulation génétique sur les humains et sur les animaux. Autant de questions d'actualité que Sophie Fédy pointe du doigt en nous disant, vous voyez, si on continue comme ça, eh bien voilà ce qui pourrait arriver. Et puis je peux vous assurer que ça fait froid dans le dos. Donc dans l'un de ces futurs, c'est-à-dire 2303, en fait les too old, les trop vieux, sont écartés de la société parce qu'ils sont trop lents, ils ne peuvent plus faire de gamins, parce qu'ils sont vieux, ils sont laids, etc. Ou alors, donc ils sont écartés, soit on les fait congeler, soit donc ils servent les plus jeunes, qui eux sont beaux, etc., etc. Et ils servent donc cette catégorie de population qui est, on va dire, manipulée par la propagande d'un jeunisme à tout crin. Voilà. Donc, en revanche, bizarrement, dans le présent en fait des personnages, 2455, ce sont les too old qui ont pris le pouvoir juste au retour des choses. D'abord, j'en suis pas bien certaine. Et puis, en fait, ces too old peuvent vieillir grâce à une catégorie de la population, les CAPA, qui, en fait, sont des banques d'organes vivants. Lorsqu'un too old a besoin d'un œil, eh bien, ils vont chercher un CAPA et pouf, il lui en a un œil, c'est super. Et je dois dire que donc ça fait vraiment froid dans le dos. Ce roman est loin d'être optimiste, vous l'avez bien compris. Il est très pessimiste, il est, on va dire, jonché de personnages contestables et contestés. On les aime, on les déteste, c'est ce qui fait en fait le lot d'un bon bouquin. Hein. Mais en fait, ces personnages apportent, certains personnages apportent, on va dire, un petit espoir, une lueur. En 2303, eh bien, certains se révoltent, une certaine catégorie se révolte. En 2455, eh bien, c'est une autre catégorie de population qui commence à réfléchir, qui commence à penser autrement et qui pointe en fait la possibilité d'un nouvel avenir de l'humanité. Donc vous l'avez compris, ce roman est un coup de cœur. Alors bravo à Sophie Fédy, je vous encourage à lire ce bouquin. So long, I've been looking for you.
gotta play in the pouring rain. Mon ce livre. C'est avant tout un salon littéraire connu et reconnu. Philippe Derrickmaker, dans le cadre de son émission Les fruits de ma passion, y a rencontré Madeleine de Boisson. Qui est-elle? Qu'a-t-elle écrit? Elle nous dit tout. Yep. Madeleine de Boisson, oui, bonjour, exactement. Bienvenue sur cette antenne rapidement. Vous avez édité un livre, Turbulence chez Chloé Délices. C'est un recueil de poésie? Oui, exactement, c'est un recueil de poésie qui a été publié en juin. Donc c'est tout récemment aux éditions Chloé Délices, voilà. Maison d'édition belge justement. Et par hasard, j'ouvre les pages, j'aime le hasard, le son de la pluie s'envole au-delà, et ce n'est plus qu'un sourire indécis qui balaye mon visage soumis. Vous êtes soumise? Je les connais par cœur, mes poèmes. Ah bon? Oui, je les connais bien. Vous, pas encore, mais ça va venir. Hein. Éditer chez Chloé Délices, c'est une belle aventure pour quelqu'un qui débute, c'est vos premiers pas en édition. Oui, exactement, et j'aime beaucoup travailler avec cette maison d'édition qui est très ouverte, qui me laisse vraiment le droit au chapitre, si je puis dire. Et par exemple, la couverture, ils l'ont laissé choisir intégralement. Donc c'était vraiment bien. C'est ma mère qui a réalisé la couverture. Et ces poèmes, en fait, ont été écrits pendant toute mon adolescence. Donc de mes 12 ans à l'année dernière, mes 22 ans. Et de mes 12 ans à l'année dernière, mes 22 ans. Voilà. Elle fait un saut dans le temps, tout de même. C'est une large période, en fait, quand même. D'accord. Alors la couverture est assez jolie, c'est une œuvre d'art en soi. Vous venez de France? Oui, exactement. Et moi aussi, je reviens de France. Vous revenez? La couverture est réalisée par qui? Par ma mère, Elsa de Boisson. Vive maman. Ouais, c'est vraiment une œuvre familiale. Parce que donc c'est ma mère qui a réalisé la couverture, et puis en ce moment avec ma sœur, on fait des concerts à lecture où elle joue au piano et mon père lit mes poèmes, donc voilà, c'est une œuvre familiale. Œuvre familiale, la poésie ou le roman bientôt? Peut-être le roman un jour. Pour l'instant, je reste dans la poésie. J'écris toujours beaucoup de poèmes. La France, dans quelle région? La France est grande. Ah oui. En fait, je suis née à l'île de Ré. Et du coup, j'ai fait mes études à Lille. Et maintenant, j'habite Paris. Vous habitez Paris, violon. Voilà. Violon, pourquoi violon? Ah, violon, parce que j'adore le violon. Pour l'image, hein. Je dis violon parce que dans le public, parce que nous nous enregistrons en public, quelqu'un me fait le signe du violon. Ah oui. C'est vrai, ah oui, c'est vrai. Vous jouez le violon? Je joue du violon, exactement. Ça fait des années en professionnel, oui. J'ai été à l'école de musique et de danse de Lille en violon. Là, je suis un master de recherche et pratique d'ensemble sur répertoire classique et romantique à Saintes. Du coup, je fais pas mal d'allers-retours en ce moment entre Tours, Saintes et bien, on va saluer, et Mons maintenant. Voilà. On va saluer Frédéric Nalpas qui est à Paris, qui est pianiste célèbre, qui avait inauguré COP21, COP22. Eh bien, bravo. Et je vous souhaite en tout cas un chemin extraordinaire. C'est très court comme interview. On va saluer Bob Boutique, hein, qui travaille énormément pour Actu TV, un confrère mais un ami. Salut Bob, bonne continuation chez Chloé Délices et sur un chemin littéraire que je vous souhaite énorme. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. À bientôt. À bientôt. La BMPJ, c'est quoi ça? Qui sont Azam et Clément?
Je vous laisse le découvrir. Je vous propose de découvrir un nouveau roman, Fenech de Jérémie Laous. Comme vous pouvez le constater, donc c'est une magnifique couverture, c'est un peu pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi. Et lorsque on lit la 4e de couverture, le synopsis, eh bien, on n'arrive pas bien à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre cette première couverture et l'histoire. Du coup, le lecteur est un petit peu perplexe, se demande ce qu'il va découvrir, c'est déjà une petite originalité, et se demande quel lien il peut y avoir. Est-ce que le mot Fenech peut avoir un autre sens que celui de désigner un petit renard des sables? Donc Jérémie Laous nous propose en fait une histoire de vengeance, ici, une histoire de trahison. Fenech est rempli de violence, de haine, de calcul. Et en fait, c'est le lot de tout acte terroriste. Azam en a été victime lorsqu'il était adolescent. Et il va alors tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé, pour retrouver les responsables jusqu'à y perdre un peu de son âme. Enfin presque, parce que ce personnage, en fait, au-delà de sa solidité, il a la tête sur les épaules. Il sait jusqu'où il veut aller. Cet ouvrage est à la fois un ouvrage, je dirais, de personnages, tant ils sont présents dans chaque ligne, enfin, à chaque moment, mais c'est également une peinture de la société algérienne, de ses déchirements, le rôle de la police, les tensions politiciennes, hiérarchiques, les tensions religieuses, tout, en fait, tout y est décrit. Cet ouvrage, c'est un éternel mouvement. Et c'est une espèce de tourbillon, un imbroglio qui interpelle. Et c'est bien là son originalité, tenter de décrire l'indescriptible et nous enfoncer dans des sables mouvants implacables. Alors on se laisse facilement en fait happer par les personnages lorsque soudain il y a une petite lueur d'espoir qui fait que tout va basculer. Bien écoutez, pour moi Fenech c'est un nouveau coup de cœur. Je vous propose quelques lignes de Fenech. L'attentat a eu lieu, les parents d'Azam sont morts dans les flammes de leur maison, alors qu'Azam était allé courir. Le bois se consumait dans un crépitement sonore atroce, noyant les cris désespérés du jeune homme qui ne savait plus quoi faire. Il finit par aller appeler de l'aide au village voisin. Femmes, hommes, enfants et vieillards, en tout une vingtaine de personnes accoururent. Certains hurlitaient de prendre des vasques d'eau. Le visage en larmes, Azam se roula dans la neige. Mouillé de la tête aux pieds, il tenta d'approcher du foyer enflammé, mais il dut battre en retraite tellement la chaleur était forte. Autour de lui, tous balançaient de l'eau ou de la neige, si bien que la fumée emplit l'air de son manteau suffocant. « Ce n'est pas possible, je vais me réveiller. Ma maison ne peut pas brûler. » Le jeune homme zigzaguait dans tous les sens, sans savoir que faire. « Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Répondez! Ça doit être le petit Khaled qui a joué avec le briquet. J'en parlerai à ses parents, il passera un sale quart d'heure. Ça, c'est sûr. »« C'est qui Khaled ?» fit une petite voix. « Khaled, c'est notre petit voisin. Il n'arrête pas de faire des bêtises. Et tu n'as pas mal ?» Azam regarda le petit garçon. C'était Khaled. Puis, ses pupilles se posèrent sur ses mains remplies de cloques noirâtres. Il lâcha la pierre ardente et hurla. Un octogénaire vint à sa rencontre lorsqu'il enfouit ses mains dans de la neige. Il respirait une odeur terrible de viande calcinée. Ses paumes semblaient être en contact continu avec le feu, comme percées d'une multitude d'aiguilles qui rentraient et sortaient de sa chair. Douleur. Tout son corps hurlait. Terreur. Sa maison partait en fumée. Malheur. Je fais le pire des cauchemars et je vais bientôt me réveiller. Quatuor à cœur, un nouvel ouvrage proposé par Adeline et Jean-Claude. Edmé, à toi. Bonjour, aujourd'hui c'est à l'honneur Adeline et Jean-Claude qui viennent de sortir un nouvel opus. Voilà, Quatuor à cœur. Pas à corde, à cœur. À cœur, attention. Donc, attention, oui, voilà.
Donc c'est le livre que nous allons présenter aujourd'hui, ainsi que le couple d'auteurs. Alors, Adeline et Jean-Claude, bon, ce n'est pas courant, un couple qui écrit. Donc parce qu'il faut quand même accorder pas mal vos violons. Hein. Donc comment est-ce que c'est arrivé? Alors l'histoire elle a commencé il n'y a pas tellement longtemps, puisque nous avons eu la chance et la malchance de nous rencontrer assez tard dans notre vie. Et la chance de nous rencontrer à un moment où nous étions disponibles tous les deux, puisque nous avions arrêté de travailler. Et quand nous nous sommes rencontrés, on a dans une jeune relation, nous avons eu d'une certaine façon envie d'avoir un projet commun. Et ce projet, ça a été l'écriture. On s'est dit, moi j'ai toujours eu envie d'écrire, puis moi aussi. Voilà, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on le fait? Ça a été une espèce de défi, une espèce de challenge. Et ça a été aussi le déclic, parce que nous avions la disponibilité et aussi l'envie de faire quelque chose à deux. Jean-Claude, quel est, bon, en gros, sans révéler le dénouement, quel est le thème du livre? C'est assez facile au fond. On a voulu écrire ce qu'on appelle un feel-good novel, c'est-à-dire un roman qui donnerait un peu d'air, un peu de fraîcheur, un peu de joie, etc. Pour compenser peut-être un peu la grisaille du moment, les choses difficiles, dures qu'on voit à la télévision, qu'on lit dans les journaux, etc. Donc c'est ça le point de départ, faire un roman qui fait que l'on se sente bien. Alors le thème, c'est au fond l'amitié et l'amour. Alors il y a principalement 4 personnages qu'on suit finalement quasiment de l'enfance jusqu'à la mort, en fait. Hein. Et il y a une interpénétration, il leur arrive des choses, bien entendu, parfois tragiques, mais pas toujours, fort heureusement. Et disons que si je veux vraiment résumer tout ça, ce sont des gens qui, à la soixantaine, ont décidé que la vie n'était pas finie et que le meilleur pouvait encore... Alors, également, j'apprends par vos indiscrétions que vous avez maintenant rodé une méthode pour vous répartir l'équilibre de l'écriture du livre. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui. Eh bien oui, c'est vrai que bon, quand on écrit à 4 mains, évidemment, c'est pas la même chose que quand on écrit à 2 mains. On est vraiment 2 personnes qui sont à la fois différentes et complémentaires, mais 2 personnes quand même. Alors, pour simplifier, je dirais que on est chacun maître d'un chapitre ou d'une partie. C'est peut-être pas vraiment d'un chapitre d'ailleurs, mais d'une partie. Donc on écrit cette partie-là, que l'on soumet à l'autre. Et puis ce sont des discussions, parfois un peu chaudes, parfois très amusantes, en tout cas ça peut arriver. Non, tu dois le faire mourir celui-là, il me dérange. Presque, mais tu ne feras pas mourir mon personnage. Tu ne lui feras pas porter... On va raconter l'histoire du béret peut-être. Bon, enfin bref. Mais à la fin, ça fait quelque chose de cohérent et qui est vraiment issu de nous deux finalement. Même le chapitre dont l'un était, on va dire, le maître, est passé finalement à la communauté. Alors, petite anecdote, je ne sais pas si on a le temps, mais le héros, hein, Philippe, voulait offrir un collier de perles, un héros, à sa maîtresse. Un collier, c'était un cadeau d'adieu. Mais je n'étais pas d'accord du tout. Du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des techniques purement féminines, sans doute, en menaçant Jean-Claude d'affubler son personnage d'un béret et de l'envoyer se promener dans la rue avec une baguette sous le bras. Ça a réglé l'histoire. Voilà. Il n'a pas offert de collier de perles. Pas de collier, pas de béret. Mais il a rompu quand même. Sans faire un cadeau. Le personnage, Sans faire... voilà, mais regarde, tu n'as pas bien défendu la maîtresse, là. Donc aujourd'hui, on vous a présenté Quatuor à corps de Adeline et Jean-Claude, édité chez Chloé Lélis. Alors, je sais que vous aviez cherché un peu partout, hein, vous aviez fouillé tous les éditeurs, tout à fait. Sans doute de France et de Navarre, tout écrivain, bien sûr, être publié. Donc là, je dois dire que nous avons eu un grand coup, une grande émotion quand on a eu le coup de fil de Laurent, qui nous disait que il était intéressé. Donc on vous remercie, on les remercie aussi toute l'équipe
pour votre accueil et votre aide, parce qu'on est dans un Oui. on entre dans un monde tout à fait inconnu, et c'est une fabuleuse Ce sont les expérience. premiers pas, ça va continuer. On Et voilà, moi je souhaite beaucoup de succès à votre livre. Oui, aussi. Et voilà, et à vous, et on espère que vous écrirez encore après cette belle aventure. Oui, mais ça c'est sûr. Voilà. Notre émission touche à sa fin. Mais non, pas vraiment en fait. Je laisse Jean-Claude Texier la clôturer en beauté avec une présentation de son tout dernier roman, La Confession de Clive Wood. J'adore les confessions. Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, je suis l'auteur de 2 romans chez Chloé Délices, L'Élitiste et Louisiana. Voici le dernier né de cette trilogie, La Confession de Clive Wood. Ces 3 romans se déroulent dans le même milieu, celui d'un lycée d'excellence dans une banlieue chic de région parisienne. Ils sont pourtant tous différents et peuvent se lire séparément. L'élitiste dénonce l'engagement politique d'un proviseur qui tyrannise une infirmière récalcitrante dans son établissement. Louisiana, c'est l'aventure ô combien romantique d'une enseignante dont la vie est bouleversée par un voyage en Louisiane. La Confession de Clive Wood raconte l'histoire d'un Anglais, grand admirateur de la France, venu enseigner sa langue natale dans un lycée français. En voici l'argument. Clive loge provisoirement chez Karl Erhardt, un professeur devenu aveugle, qui enseigne l'allemand dans le même lycée avec l'aide d'une assistante. Karl lui confie comment, quand il pouvait encore voir, il est tombé amoureux d'Hélène, l'une de ses élèves de 20 ans plus jeune. Des années plus tard, alors qu'il est aveugle, ils se retrouvent par hasard, tous les 2 meurtris par la vie et toujours amoureux l'un de l'autre. Il garde d'elle l'image de l'élève qu'elle a été et qu'il a connue quand elle était adolescente. Voici le passage où ils font l'essai de vivre ensemble, raconté par Hélène à Clive Wood. C'est donc Hélène qui parle. Lorsque nous nous sommes revus, je continue à dire revus, bien que ce soit moi seul qui ai posé les yeux sur lui, nous avons fait l'essai de vivre ensemble. Alors il a voulu me voir, comme font les aveugles avec les mains. Il a touché tout mon corps. D'abord mon visage, mon front, mon nez, mes paupières, mes joues, mes lèvres, et même mes dents. Il prétendait reconnaître son écolière, la gamine en blouse que j'avais été, et qui l'avait séduit. Il mesura aussi mes épaules, s'étonna de les sentir si frêles. « Oh !» s'écria-t-il, « Mademoiselle Hélène Germont, quel âge avez-vous donc ?»« Ich bin 16 Jahre alt, Herr Professor. »« J'ai 16 ans, monsieur le professeur. » Alors ce vieux cochon effleura ma poitrine et s'émerveilla. « Mein Gott, c'est pas possible, à 16 ans !» Nous éclatâmes de rire, comme jadis. Mais c'était la femme qui l'entendait. Ma voix avait changé. Pourtant, il l'aurait reconnue entre 1000, comme moi la sienne. La Bruyère a dit que la voix de l'être aimé est l'harmonie la plus douce.
Deuxième émission terminée. Et oui, je ne sais pas s'il est encore temps de le faire, mais toute notre équipe vous souhaite une année 2020 remplie de bonheur, de santé et bien évidemment de succès. Ah, au fait, dernière news. La première, c'est que malheureusement, Serge Guérit quitte l'émission. Karine Lordéguin prend la suite avec tout l'enthousiasme qu'on lui connaît. Bienvenue Karine. Seconde info de première main. Le prochain numéro de la revue Les Petits Papiers de Chloé vient de sortir. Son thème, rencontre du troisième type. Tout un programme. Pour la prochaine édition, voici le sujet des 2 appels à texte. Pour le concours, à envoyer avant le 1er mars, 2 pages A4 maxi. On peut tout fuir, sauf sa conscience. Pour Chloé a dit, on a conscience avant, on prend conscience après. 600 caractères exigés, les 10 premiers textes publiés, comme d'hab. Voilà pour les news de dernière minute. Au fait, merci de tous les soutiens que nous avons reçus. Géantissime. Et je vous rappelle que vous pouvez nous contacter via notre mail dédié contact.actutv2@gmail.com. Nous avons désormais un site sur lequel vous pouvez voir et revoir les émissions, les chroniques en partenariat, etc. www.actutv2.com. N'hésitez pas à nous suivre également via Facebook, Twitter. Nous avons 2 profils qui ont été créés juste pour l'occasion. Ça avance, vous inquiétez pas. Et enfin, nous avons une chaîne YouTube, ActuTV2, l'émission. Abonnez-vous, plus nous serons nombreux, plus nous serons visibles. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine, enfin j'espère.